À tous, merci d'être connectés à cette web rencontre autour du fauteuil roulant intelligent. Je suis Laura Bédubourg, responsable innovation au pôle Saint-Hélier. Je vais juste vous expliquer quelques règles du jeu. Donc, vous avez votre caméra et votre micro qui sont déconnectés, c'est normal. C'est pour simplifier en fait la communication avec tout le monde. Donc, on vous invite à échanger avec nous tout au long de la web rencontre via le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le côté. On y répondra au fur et à mesure et surtout sur une session questions-réponses à la fin. La vidéo est enregistrée pour pouvoir la diffuser à un plus grand nombre en replay. Et je vais laisser désormais la parole au docteur Nicolas, directeur médical du pôle Saint-Hélier, qui est l'animateur de cette web rencontre. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Ravi en tout cas de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Et il nous avait semblé intéressant de faire le point sur le fauteuil roulant intelligent et savoir où on en est aujourd'hui. Donc, je suis ravi d'accueillir Marie Babet, maître de conférences et chercheuse à l'INSA Rennes et l'IRISA. Ravi d'accueillir Bastien Fraudet, qui est responsable du Lab Saint-Hélier, nos deux experts qui vont nous expliquer finalement où on en est, poser des questions. Et Laura l'a dit, oser leur poser des questions, même basiques. Vous allez voir, ils sont brillants, ils peuvent répondre à tout. Donc, peut-être pour lancer les choses, finalement, en première question toute simple, c'est quoi un fauteuil roulant intelligent? Marie? Bon, voilà une question piège. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une définition unique de ce que c'est qu'un fauteuil intelligent. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a plein de recherches autour de ce domaine. Et c'est la raison pour laquelle aussi on a encore plein d'idées pour les au moins 10 ans à venir. En tout cas, ce qui est dans l'idée du fauteuil roulant intelligent, c'est simplement de se dire, voilà, on a un outil qui est utilisé par des personnes qui en ont besoin. Et à partir de cet outil-là, est-ce qu'on peut améliorer les performances de navigation, l'accessibilité de cet outil à travers des systèmes, principalement robotiques, qui viennent finalement compenser des capacités qui ne seraient pas complètement là pour assurer la sécurité et l'autonomie dans le déplacement. OK. Comment on arrive finalement à réfléchir finalement entre des chercheurs, des labs, des ingénieurs, des médecins, des utilisateurs finalement à faire évoluer cette mobilité? Eh ben, moi, je peux commencer à répondre, mais je crois que ce qui est important dans ce type de questions, qui est comment élaborer des aides techniques, on va dire, innovantes pour améliorer la conduite et l'autonomie des patients, c'est vraiment l'idée du partage, de la co-construction et d'avoir des temps où on peut réfléchir avec les usagers à différents moments du process de développement et que chacun apporte sa compétence intrinsèque. Marie, vraiment ses équipes sur la techno, sur la connaissance de la robotique, etc. Les cliniciens sur peut-être les modèles d'évaluation pour essayer de montrer le bénéfice que ça peut avoir. Et puis les usagers sur leur expertise d'usage, parce qu'à la fin du bout, c'est eux qui vont l'utiliser. Donc, je pense qu'une des clés, c'est ça. Je suis d'accord. Je pense que ce qui fonctionne, c'est ce qu'on peut appeler de la co-création. On va travailler ensemble de bout en bout pour qu'on puisse mêler les rêves des cliniciens, des usagers, avec les rêves aussi scientifiques, et essayer de mixer les choses et d'avoir une démarche pragmatique, de bout en bout, pour pouvoir réaliser des outils qui finalement vont vraiment aider les personnes à la fin. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait que dans notre partenariat, dans tout ce qu'on travaille ensemble, je pense que c'est ça qui fonctionne. C'est le fait qu'on se parle,
Et puis, voilà, quand on revient finalement à comment tout ce qu'on a pu faire ensemble, ça a pris, c'est simplement parce qu'on s'est mis autour d'une table, on a discuté, et puis les idées sont venues. Il y a des idées qui viennent peut-être pour dans 10 ans, parce qu'on n'a pas encore les outils scientifiques pour pouvoir résoudre le problème qui nous est posé. Et puis, d'un autre côté, on a peut-être déjà des choses dans nos escarcelles qui peuvent aider déjà les personnes. Et donc voilà, je pense que c'est ça, cette démarche de co-création scientifique, technicien, usager, au sens large, qui nous amène à réaliser des belles choses finalement. Ok. Avant que vous nous montriez comment ça fonctionne, voilà, j'aimerais que vous nous rappeliez un petit peu, peut-être tous les deux, mais peut-être au début, Marie, depuis combien de temps l'idée a germé, est née? Combien de temps ça a germé? Quels ont été les obstacles? Comment on fait? Comment on arrive à proposer cet outil que vous allez nous montrer? Alors, je crois que dans l'assistance, il y a Bernard Corley qui doit être aussi, il doit se souvenir de quand est-ce qu'on a commencé à en parler. Mais je crois que c'est en 2011 où on a commencé à en parler. Donc, ça fait exactement 10 ans qu'on s'est mis autour d'une table, qu'on a commencé à se dire, ah ouais, tiens, voilà, je crois que c'était toi, Benoît, mais mais oui, toi, avec ta robotique, tu ne seras pas capable d'aider parce que les gens ont des difficultés de conduite, ils tapent partout, ils sont mal, il y en a du coup qui n'arrivent même pas à conduire et malheureusement, en termes d'indépendance, c'est catastrophique. Alors nous, on a été un peu flambeurs, hein, on a dit OK. Et puis là aussi, on a essayé de faire des choses avec d'abord ce que nous on connaissait, proposer des premières solutions qui ont été tout de suite critiquées, évaluées, mises en concurrence avec plein de choses. Et c'est ça qui nous a fait grandir tous ensemble. Donc ouais, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Ok, alors, finalement, vous nous donnez envie, même si je l'ai déjà un peu vu, mais que de nous montrer finalement, voilà. Donc, essayez de nous montrer, qu'on voit finalement ce que c'est qu'un fauteuil, qu'est-ce qu'il peut faire, bien évidemment en nous expliquant tout ça. Alors, on va partager notre écran. Ah, celui-là. Hop, tu vois. Alors, donc, voilà, en fait, pour illustrer un petit peu le propos, voilà un circuit que le pôle Saint-Hélier a imaginé pour essayer je parle sous tout contrôle, hein, mais d'avoir finalement dans un même espace, essayer de voir toutes les difficultés du quotidien. C'est des circuits en fait qui ont été élaborés pour être standardisés, qu'on puisse avoir des modèles de comparaison en fait, de performance de la conduite, mais qui ont été conçus sur la base à la fois d'entretiens et de questionnaires à destination des professionnels. On a interrogé plus de 300 ergothérapeutes autour de quelles étaient les tâches nécessaires à la conduite de fauteuils roulants électriques, et puis bien sûr la revue littérature sur les circuits existants. Et donc, ça nous a permis de construire au cours de nos essais 3 formes de circuits avec des difficultés croissantes, et permettre ainsi d'évaluer la pertinence des capteurs dans des situations de vie courante ou reproduisant la vie courante, mais dans un modèle un peu standardisé. Donc, ça va de monter et descendre une pente, franchir un seuil de porte, rentrer dans un ascenseur, faire demi-tour dans un espace contraint, etc., etc. Donc ça, c'est le modèle qu'on a choisi, nous, pour essayer de montrer… Je vous rassure tout de suite. La personne a un casque, c'est simplement, et il y a un mât qui est mis sur le fauteuil. Ça, c'est juste pour les besoins scientifiques, en fait, de collecte de données, parce que voilà, le système qu'on a imaginé, qu'on a co-construit, est en fait ultra discret et s'intègre parfaitement donc dans le fauteuil et est vu finalement comme une adjonction au fauteuil roulant qu'on pourrait acheter dans commerce. D'accord. Alors, comment peut-être, avant d'expliquer et de voir comment ça marche, où sont les capteurs, comment on conçoit ça finalement? Alors, les capteurs, donc l'idée, c'est donc dans la robotique, l'idée de la robotique, c'est on va finalement contrôler
un objet qui ici est le fauteuil qui roule à partir de ce que l'on va percevoir de l'environnement. C'est-à-dire que l'on va essayer bien de mettre en place des capteurs qui vont nous donner des indices sur ce qui se passe autour du fauteuil. Et à partir de ces indices-là, on va pouvoir faire ici, dans ce cas de figure-là, de la correction de trajectoire. Donc l'idée, c'est que l'on a mis en place des capteurs infrarouges qui sont vraiment des petits trucs qu'on peut trouver même dans les téléphones portables. Et donc, on les a mis tout autour en fait du fauteuil, donc pour pouvoir avoir une sorte de vue à 360 degrés tout autour du fauteuil. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des algorithmes qui vont nous permettre de contourner finalement les obstacles. Il faut imaginer un petit peu comme si vous aviez un ballon de baudruche tout autour de votre fauteuil. Vous avez des obstacles qui viennent déformer ce ballon de baudruche et nous, on va simplement, comme le ballon, finalement, vous aider à vous sortir de ces obstacles. L'idée est d'avoir quelque chose qui soit totalement transparent pour la personne qui l'utilise, un petit peu comme ce que vous pouvez avoir sur vos voitures avec l'ESP, qui vous permet d'avoir une correction de trajectoire, mais vous ne vous en rendez pas compte. L'idée, là, elle est à peu près la même. C'est de faire cette correction de trajectoire à l'approche des obstacles. Ça veut dire, peut-être pour expliquer encore plus simplement, c'est-à-dire j'avance tout droit, il y a un obstacle, et alors le fauteuil et la correction que vous avez mis en place permet d'éviter l'obstacle et de continuer sans le toucher? Voilà, c'est ça. On ne va pas s'arrêter devant l'obstacle, sauf si vraiment on est en face d'un obstacle où là, on ne sait pas vers où vous voulez aller. Mais si avec la commande adaptée, peu importe, ça peut être un joystick, mais finalement, n'importe quel type de commande adaptée peut être utilisée, on va essayer de comprendre ce que souhaite l'usager. Et à partir de ça, finalement, on va faire un calcul qui va permettre de prendre progressivement et de façon très souple en fait, la main sur le système de façon à contourner cet obstacle et à vous faire continuer d'avancer. Quel obstacle, finalement, il peut éviter? Eh bien, peut-être une illustration. Voilà, on pourra parler de ce qu'il peut éviter, mais on pourra aussi parler de ce qu'il ne peut pas éviter encore aujourd'hui dans les limites actuelles. Alors là, en haut à gauche, c'est pendant une étude clinique, donc c'est une patiente qui a des troubles, qui a eu un AVC et qui a des troubles cérébraux assez intenses. En direct avec nous, voilà, pour quelques petits mots de réaction. Toute la famille est là et ça pour évidemment sur les choses. Il y a une télé qui s'est mise en route quelque part, mais c'est pas grave. Donc, à gauche, c'est Madame L. Voilà, dans le circuit, on va voir la difficulté qu'elle a à conduire son fauteuil et la manière dont le fauteuil va rentrer en contact avec son environnement. Voilà, c'est sa conduite, on va dire, naturelle, avec quelqu'un qui est effectivement très en difficulté, même si ce n'est pas la personne la plus en difficulté qu'on ait pu tester. Et on voit bien que là, avec son hypermétrie des mains, ça cogne partout. Et on va voir avec le capteur, quand le capteur prend la commande, et même si elle a des mouvements de la main, la robotique va lui permettre, là on voit très bien, va venir en douceur glisser sur l'obstacle et lui permettre d'avancer. On va reprendre un autre exemple qui est assez commun dans la vie courante, c'est l'accès dans un ascenseur. Donc là, on a simulé l'entrée d'un ascenseur. Donc en bas à gauche, on va la voir arriver avec son hypermétrie, basculer droite-gauche, et venir, on va dire, nous défoncer notre ascenseur, mais qui est fait pour ça. Dans l'étude, il est vraiment fait pour pouvoir être déformé. Voilà, donc elle nous l'a bien déformé. Et on va voir comment, avec le capteur à droite, de la même manière, voilà, ça va corriger la trajectoire, d'abord éviter l'obstacle, et puis guider comme un rail le fauteuil pour rentrer dans l'ascenseur. Voilà. Et sur une marche arrière, qui est aussi quelque chose de très compliqué avec les roues folles, etc., comment une fois qu'elle se sera un peu positionnée, voilà, qu'elle aura réussi à trouver l'angle un peu de rentrée, hop, comment les capteurs vont guider le fauteuil sans cogner et pouvoir sortir
de l'espace. Voilà, tout en lui permettant de guider elle-même le fauteuil. Ça ne prend pas le contrôle, ça vient l'assister. Ça, je crois aussi, c'est sûrement quelque chose, en tout cas, qui est important, c'est-à-dire de garder un petit peu ses capacités de commande, je crois. Et donc, ça veut dire que, Marie, vous ramenez ces capteurs à la commande du fauteuil, et donc que vous pouvez l'adapter alors sur tous les fauteuils. Comment ça marche? Oui, c'est ça, c'est l'idée. En fait, on va fusionner en fait ce que l'utilisateur souhaite et qu'il nous indique à travers une interface de commande qu'il a l'habitude d'utiliser ou qu'il est en train d'essayer quand on parle de primo-accédant, mais aussi donc avec donc cet outil robotique, ces algorithmes finalement qui sont mis en place. Et donc l'idée, on prend un fauteuil de série, on vient se plugger comme une option d'un fauteuil et en fait on va poser finalement au fauteuil et on va prendre en compte ce qu'on perçoit de l'environnement et ce que nous dit l'utilisateur. On va mixer tout ça, on va faire quelques petits calculs et puis ça va nous permettre voilà, d'assister à la conduite. Alors l'idée, c'est surtout d'assister que quand il y en a besoin. C'est-à-dire que quand la personne est dans une situation où il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien voilà, c'est ouvert et sa conduite est sécuritaire, on laisse la main. Mais à partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a un danger de collision à plus ou moins long terme, en fait, on va la prendre progressivement la main pour pouvoir aider à cette conduite. Tu évoquais, Marie, l'idée d'une bulle, finalement, autour du fauteuil, hein, et cette bulle permettant d'éviter les contacts en passant un peu… Voilà, je fais des mouvements que vous ne voyez peut-être pas, d'ailleurs, je m'aperçois, mais ce n'est pas grave. Finalement, est-ce qu'on peut travailler sur la largeur de cette bulle? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut finalement l'adapter à chacun? Bastien a évoqué l'idée de quelqu'un très dysmétrique. Dysmétrique, c'est des mouvements un peu comme ça. Finalement, est-ce qu'on peut régler, vous voyez, comment on peut adapter et personnaliser? Eh ben, concrètement, c'est des adaptations qui sont personnalisées au départ en fonction des besoins de l'usager. Et dans ce qui a été produit dans l'algorithme de l'INSA, dont Marie parlera bien mieux que moi, il y a quand même l'idée que ça s'adapte aussi au contexte et à la vitesse de l'utilisateur. C'est-à-dire que plus on va vite et plus il va réagir à distance de l'obstacle, et plus on va doucement et plus on va pouvoir longer les murs, rentrer dans un ascenseur sans être bloqué à l'extérieur, etc. Donc, il y a une auto-adaptation des capteurs en fonction de la situation dans laquelle l'usager va rouler. En fait, voilà, il y a finalement plusieurs sortes d'adaptations. Effectivement, plus on va lentement, plus, par exemple, on va pouvoir s'approcher aussi. Parce qu'il y a aussi cette notion-là qui va être importante. C'est-à-dire que quand on est dans un espace restreint, il faut qu'on puisse presque frôler, hein, finalement, un petit peu comme ce qu'on a vu avec la personne avec la marche arrière dans l'ascenseur. Il va falloir que l'algorithme s'adapte finalement à ce qu'il va percevoir et à la vitesse de déplacement. Ça, c'est une première, effectivement, c'est une des adaptations possibles. Donc ça, c'est une adaptation, on va dire, automatique. Mais on peut très bien aussi se dire, en fonction des capacités de chacun, on peut très bien n'équiper, par exemple, que la marche arrière. Si la personne elle est totalement sécuritaire dans sa conduite pour la marche avant, c'est peut-être pas la peine de lui mettre cet outil-là. Par contre, on peut très bien mettre que pour la marche arrière. Et c'est la même chose pour un émis négligent, par exemple. Hein. L'idée, c'est aussi de pouvoir compenser une difficulté de perception de l'espace par une stimulation et, on va dire, une compensation en fonction du handicap. Donc, si l'émis négligent, il raye tout ce qui va passer à droite, on va équiper les capteurs que du côté qui lui permettra de tirer bénéfice et d'être plus autonome dans sa conduite. Donc, très, très adaptable, ce qui est forcément des potentialités énormes, finalement, puisque les besoins seront des personnes qui auront des difficultés d'utiliser le fauteuil, bien évidemment.
Finalement, une question peut-être un peu bête, est-ce que c'est facile de passer une porte puisqu'il y a des deux côtés des possibilités de bloquer? Alors, du point de vue algorithmique, c'est pas simple. On a mis un petit peu de temps à travailler dessus parce que voilà, faut ajuster beaucoup les choses. Et puis, c'est la raison aussi pour laquelle c'est vachement intéressant de travailler finalement avec Bluetooth, hein, parce que Sur les cas d'usage. sur les cas d'usage, parce que voilà, si sans avoir finalement des espaces de vie réels en fait, eh bien, on peut très bien avoir finalement une idée, parce que, du côté scientifique, hein, qui va tout à fait fonctionner, mais qui ne va pas être adaptée finalement à l'usage qu'on pourra en avoir au quotidien. Donc, ce n'est pas si simple. C'est beaucoup de petites finesses, voilà, qui doit effectivement, comme tu le dis, ce n'est pas simple de passer une porte. Donc, il faut ajuster, adapter, et que ce soit, qu'en même temps, tout ça soit transparent à l'utilisateur, et que, en plus, ça puisse être reproductible sur n'importe quel type de fauteuil. Et pour répondre à ça, donc oui, hein, un patient en fauteuil roulant électrique peut se rapprocher suffisamment de la porte pour pouvoir appuyer sur la poignée et éventuellement l'ouvrir. Voilà. Alors, pour revenir aux usagers, ils en disent quoi, les usagers? Et d'abord, est-ce qu'ils l'ont testé? Et puis, quand ils le testent, ils disent quoi? Alors, on va dire que formellement, on a lancé 2 études dans le cadre du projet ADAPT. La première étude a mobilisé 25 personnes en situation de handicap neurologique, mais conducteurs, on va dire, experts de la conduite de fauteuil roulant électrique, hein, des personnes qui n'étaient pas en difficulté. Et on a lancé après une deuxième étude avec les mêmes conditions, mais pour le coup des personnes en difficulté. Alors, avant de revenir sur les résultats, je trouve que c'est une bonne question, c'est qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc nous, bien sûr, quand on fait une étude, on mesure le bénéfice du capteur, mais aussi on essaie de se questionner sur l'usage futur et comment les gens se positionnent, s'approprient et puis se projettent dans l'utilisation. Et donc, on utilise des questionnaires standardisés, comme par exemple le questionnaire Ease of Use, qui permet de mesurer de manière standard est-ce que c'est utile, est-ce que c'est facile à utiliser, est-ce que c'est facile à apprendre. Et donc là, sur ces questionnaires, on a des scores qui sont à au moins 4 sur 5, donc c'est plutôt élevé. Et puis, on a aussi des questionnaires qu'on a, des modèles plus psychosociaux sur comment on se projette dans l'utilisation. C'est-à-dire que, est-ce que si c'était disponible sur le marché, je voudrais m'en équiper, est-ce que je suis prêt à l'acheter, est-ce que je le conseillerais à des gens qui ont les mêmes difficultés de moi? Et là encore, sur des personnes qui l'ont testé beaucoup en one shot, c'est-à-dire sans avoir d'apprentissage à l'utilisation, là aussi, on a des scores qui dépassent donc nous on appelle ça, enfin on utilise le score du taux, on a des scores qui sont supérieurs à 5 et très souvent supérieurs à 6 sur 7. Donc il y a vraiment des gens qui sont dans des scores, on va dire, d'usage fort. Donc ça c'est le côté formel. Et puis après il y a le côté informel, c'est tous les patients qui ont testé, qui nous rappellent pour savoir est-ce qu'il est sorti sur le marché, est-ce que enfin je vais pouvoir l'acheter. Et puis, j'ai entendu parler du fauteuil robotique. Est-ce que moi, je vais pouvoir le tester aussi? Donc, on voit bien qu'il y a une convergence un peu entre nous, ce qu'on mesure, et puis la perception des utilisateurs de manière moins formelle, mais qui nous mettent aussi un peu la pression, hein, mais c'est de la bonne pression. En tout cas, ça confirme, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Surtout, vous, côté Pôle Saint-Hélier, vous ne vous êtes pas trompé sur le besoin de départ et sur finalement la démarche que l'on a faite, on ne s'est pas trompé. Et ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que il ne reste plus, je mets beaucoup de guillemets, qu'à trouver l'industriel qui voudra bien aller au bout en fait cet outil. Sur les études, le fauteuil, il fait quoi? Il permet d'aller plus vite, il permet de moins toucher, il permet de faire des choses qu'on… Est-ce que finalement, il permet de rentrer dans un ascenseur alors qu'on ne pourrait pas? Alors, je vais essayer de vous montrer les résultats un petit peu de ce qu'on a
de ce qu'on a évalué et tenté d'évaluer. Pour être très simple, cette première image, qui peut paraître un petit peu compliquée, elle est assez simple finalement. À gauche, ce qu'on a mesuré d'abord, c'est le nombre de collisions dans les circuits, parce que ça nous paraît être l'indicateur le plus proche du besoin, et la capacité à mesurer la sécurité, la sérénité de la conduite, elle passe par réduire le risque de rentrer en contact avec mon environnement. Là, c'est des conducteurs experts, et on voit bien que les conducteurs experts, quel que soit le circuit, 1, 2, 3, finalement, ils ne cognent pas beaucoup. Même si dans le circuit le plus difficile, qui est le circuit 3, là, pour les numéros 5 et 6, les collisions, elles sont en moyenne à 1 avec le capteur et 3 sans le capteur. Donc, il n'y a pas un grand intérêt pour eux dans le risque de collision. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que chez les conducteurs, même des conducteurs experts, finalement, le temps de parcours, qui est un deuxième paramètre qu'on enregistre, il est pas si éloigné de la présence, de l'absence de capteurs. Et finalement, ça ne perturbe pas beaucoup leur conduite, même eux experts. C'est peut-être la donnée la plus intéressante qu'on a trouvée dans cette étude, qui nous permettait quand même de s'assurer de la robustesse du process. Et puis la deuxième, donc là, il y a 25 usagers qui ont testé, et là, sur une étude qui est en cours, mais on vous présente juste les résultats de la première série. Là, c'est des patients qui sont vraiment en difficulté de conduite. Hein. Ça a été mesuré par différents ABAC et puis aussi par leur retour et le retour des équipes médicales qui les suivent. C'est vraiment des personnes qui sont en difficulté de conduite, voire même qui sont en difficulté d'apprentissage de la conduite. Et eux, on les a de la même manière fait tourner dans 3 circuits. On voit que, par exemple, si on prend que le dernier circuit, donc le tableau de gauche, on voit que le nombre de collisions qui peut dépasser voilà, sur le carré rouge, là, peut monter jusqu'à 75 collisions dans le même parcours. On se retrouve avec les capteurs, des collisions qui sont extrêmement réduites, puisque la moyenne elle doit être à 4 collisions, avec le maximum de collisions dans le parcours à 10 pour quelqu'un qui était très en difficulté. Donc, oui, à cette question-là, même sur un petit panel, sachant qu'on va continuer à augmenter le panel, on voit bien que sur le côté sécurisation du parcours, les capteurs ont un effet très, très positif. Et puis, ce qui est quand même pour nous aussi rassurant sur le plan de la conduite, c'est que finalement, ça ne perturbe pas non plus de manière massive la conduite avec des temps de parcours qui ne sont pas si éloignés entre la condition avec et sans capteur. Quelle est la méthodologie finalement de l'étude? Vous repassez plusieurs fois? Comment vous faites? Il y a une question un peu dans ce sens. Alors, en fait, on a 3 semaines. L'étude dure 3 semaines et chaque semaine, son circuit. Première semaine, circuit facile. Deuxième semaine, circuit modéré. Troisième semaine, circuit difficile. Et donc, les patients sont convoqués pour 3 semaines lorsqu'ils consentent à rentrer dans l'étude. Et chaque semaine, ils vont rouler dans le circuit 3 fois dans un ordre aléatoire, 3 fois avec les capteurs et 3 fois sans le capteur. Voilà, dans un ordre aléatoire. Certains démarrent avec la condition capteur, d'autres démarrent avec la condition sans capteur pour réduire le biais d'apprentissage. Et on mesure la somme des collisions réalisées dans chacun des circuits. Voilà. Voilà comment on a procédé. Ok, merci en tout cas. Je crois que ça répondait aux questions là, qui commencent à arriver sur le chat et c'est très bien. Ça me permet de dire oser poser des questions. C'est toujours intéressant d'avoir un petit peu votre retour. Peut-être une question finalement, comment ça passe le fauteuil et les trous et les trottoirs? Comment ça fait? Ils ne voient pas les trottoirs? Alors, pour le moment, on va dire que le système qu'on a mis en route là et qui est éprouvé par les études cliniques en ce moment, ce sont des obstacles qu'on pourrait dire positifs, c'est-à-dire qui vont vers le haut. Donc, quand on est sur la route et le bord de trottoir, on va le voir. Ce qu'on ne va pas voir, c'est les trous, justement.
Et voilà, c'est ça qu'on ne va pas voir. Pourquoi? Parce que, en fait, autant du point de vue, on va dire, algorithmique, c'est prêt, tout est OK. Ce qui est plus compliqué, c'est comment finalement on va mettre en œuvre le système de capteurs sur le fauteuil. Ça, c'est encore c'est très compliqué. Là, on a défini là voilà, un tout nouveau design qu'on va pouvoir évaluer très bientôt. Donc, voilà, on est confiant absolument sur l'aspect purement robotique. On est en train d'affiner les choses sur l'aspect capteur de façon à ce qu'on soit sûr de ce qu'on observe en fait. Pour compléter ce que dit Marie, c'est vrai qu'aujourd'hui, capter des obstacles uniquement positifs, ça convient à un environnement intérieur. Donc, ça peut répondre déjà à une problématique de patient pour une autonomie intérieure. Alors, autonomie intérieure dans la maison, autonomie intérieure dans une structure, ce fauteuil, il répond à ce besoin-là. Et aujourd'hui, bien sûr, ce à quoi il faut répondre, c'est l'autonomie extérieure. Et là, on est effectivement au stade des expérimentations des capteurs. On a défini de la même manière des cas d'usage avec un panel de professionnels de ce que sont les situations à risque de trous, on va dire, dans la vie courante. On a réalisé les modules, on s'est assuré de la sécurité de ces modules, et là, on rentre en phase d'expérimentation des capteurs pour pouvoir designer l'étude qui nous permettra de mesurer le bénéfice des capteurs, on va dire, de manière standard. Il y a une question sur qu'est-ce qu'il faut rajouter et comment on peut rajouter, je rajouterai, de dispositifs pour équiper le fauteuil. Alors, ce qu'on ajoute en fait sur le fauteuil, il y a plusieurs choses. Donc, il y a des petits modules de capteurs que l'on va disposer tout autour du fauteuil. Alors, ce sont des modules vraiment très discrets qu'on peut mettre. Alors, on en met en fonction du besoin, en fonction de la préconisation aussi de vous, cliniciens, en fonction de l'usager. On peut en mettre donc à l'arrière, sur les côtés, devant. Et devant sur les palettes. Devant plutôt sous les palettes, oui. Donc c'est relativement petit pour que justement on puisse continuer à franchir des petits obstacles classiques, barre de seuil, etc. Ensuite, donc on a ces capteurs-là qu'on relie avec des câbles voilà, classiques. Et ensuite, il y a juste un petit boîtier que l'on vient mettre sur le système électronique en fait, du fauteuil. On vient s'interfacer sur le système électronique du fauteuil, un petit peu comme ce qu'on pourrait faire avec, par exemple, une commande tierce personne. C'est cette même idée, en fait. Ce petit boîtier-là qui va être une adjonction au système. Donc, on a vu ce qu'il faisait. Alors, qu'est-ce qu'il ne fait pas, ce fauteuil? Donc, déjà, on voit bien que les trous, c'est bien parti. On va bientôt y être. Voilà, c'est… on va dire qu'il répond à une partie des problématiques que peuvent rencontrer les usagers en difficulté de conduite, et pas à toutes. Donc, on l'a évoqué, il y a la problématique, là on travaille nous beaucoup sur la sécurisation de la conduite de patients avec des troubles qui peuvent être moteurs, visuels, cognitifs légers, etc. Mais ça ne répond pas à l'autonomie de patients, par exemple, qui ont des troubles cognitifs du type planification, mémorisation, parce que là, ce n'est pas ces technologies-là qui vont leur permettre d'avancer. Dans la littérature, on trouve plus le modèle du fauteuil autonome pour rendre une certaine forme d'autonomie à ces patients en difficulté cognitive, psychiatrique, etc. Donc, ça peut… le fauteuil roulant autonome, c'est emmener passivement un patient d'un point A à un point B. Donc, il n'est plus, pour le coup, commandant de son fauteuil, mais ça permet d'emmener l'usager ailleurs. Mais là, c'est plus tout à fait le même système et ce n'est pas le chemin qu'on a pris, en tout cas, pas tout à fait. On reparlera un petit peu des perspectives. Donc, voilà. Après, on travaille aussi sur
comment améliorer finalement ce que l'usager peut comprendre de ce qu'est en train de faire le système. Donc, ça fait partie des choses aussi sur lesquelles on travaille pour qu'il y ait un retour, peut-être multisensoriel, qui pourrait en fait aider l'usager à comprendre ce que fait le système. Donc, on a des petites choses qui commencent à exister, mais là encore, il ne fait pas tout. Et donc là, il y a encore un champ d'investigation scientifique et clinique qui est très, très large. Avant de vous poser la question qui arrive doucement sur, on le verra quand sur le marché, mais gardez-la en tête, parce que vous voyez que sur le chat, par différentes façons, ça arrive. Finalement, c'est quoi vos prochaines perspectives? Est-ce que finalement, Bastien évoquait l'idée, là, finalement, on n'est pas allé tout à fait totalement sur le fauteuil autonome, mais pour autant, j'ai cru entendre, alors où on en est de ces réflexions-là? Ouais. Bon, je vais laisser répondre Marie, mais juste sur le fauteuil autonome, quand on interroge les patients en difficulté de conduite et qui ont des troubles plutôt d'ordre moteur, etc., c'est pas quelque chose qui semblait les motiver a priori. Il y a vraiment l'importance de garder l'autonomie ou l'indépendance de la conduite quand on est conducteur de fauteuil roulant électrique. Donc, c'est vrai que le côté autonome, c'est quelque chose qui nous avait initialement pas… c'est pas un axe qu'on avait forcément pris. Mais on se rend compte quand même que il pourrait y avoir un intérêt à l'autonomie du fauteuil dans certaines tâches, notamment quand on n'est pas sur le fauteuil roulant électrique. Parce que tous ceux qui travaillent avec des gens qui utilisent des fauteuils roulants électriques le savent. Autonome dans le fauteuil, ça ne suffit pas à être autonome en fauteuil. Il faut aussi pouvoir monter tout seul sur le fauteuil, il faut pouvoir le charger la nuit, il faut pouvoir aller sur les toilettes, quitter le fauteuil pour laisser le tête, remonter sur les toilettes. Il faut pouvoir mettre le fauteuil roulant dans la voiture et puis après se mettre au volant de la voiture. Donc, on est parti, nous, avec Marie, sur essayer de répondre à ce besoin de comment rendre plus indépendants les utilisateurs de fauteuils roulants en imaginant des séquences autonomes. Et pas un fauteuil autonome dans le sens il vous emmène d'un point A à un point B. Et le point de départ, c'était je suis en fauteuil roulant, le soir en fauteuil roulant électrique, je me couche dans mon lit, donc je fais mon transfert du fauteuil vers le lit, et après j'ai besoin de quelqu'un pour que le fauteuil puisse être branché sur une prise, et puis le lendemain matin quand je me réveille, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne me ramener mon fauteuil auprès du lit pour être pleinement indépendant. Donc c'était un peu notre cas d'usage de départ. Et donc du coup, on a débuté depuis début janvier en fait un projet qui a vocation à essayer de répondre à cette problématique, qui est donc de la navigation autonome du fauteuil pour aller à une base de charge. Donc on avait fait un précédent projet, une preuve de concept un petit peu pour pouvoir interroger finalement les usagers, les cliniciens, est-ce que c'est quelque chose, un outil qui vous semblerait intéressant? Et donc, on avait fait un premier petit prototype qui a pour objectif à partir d'un appel du lit, le fauteuil va se déplacer de façon autonome pour pouvoir rejoindre une position qui est prédéfinie, par probablement globalement l'ergothérapeute, qui va préconiser un certain nombre de choses, notamment sur le positionnement du fauteuil, pour assurer le transfert, pour là aussi éviter les chutes. Ouais. C'est pareil, le besoin de positionnement, il n'est pas le même quand on est hémiplégique, quand on est amputé bilatéral ou simplement qu'on a un trouble moteur léger, quoi. Alors là, on voit plein de câbles, etc. Ce n'était pas le propos. Là, c'était vraiment sur une preuve de concept.
L'idée est d'essayer d'avoir un système le moins invasif possible dans l'espace de vie de la personne, donc ce qui nous contraint beaucoup, là encore, en termes de capteurs, ce qui scientifiquement lève un certain nombre de verrous et qui sont, voilà, qui doivent être adressés. Et donc, on est en train donc de travailler sur des choses maintenant un tout petit peu plus complexes que ce que vous voyez là, pour répondre à cette problématique de la navigation du fauteuil d'un point A à un point B, mais sans vous. Donc là, on voit le patient, il appelle son fauteuil au petit matin, et il va pouvoir faire, on peut imaginer tout seul son transfert vers un fauteuil roulant électrique. Et le soir, se posait du coup, en tirant la ficelle, la question de bah, ça y est, je vais renvoyer le fauteuil, mais l'idéal, ce serait que je puisse le renvoyer directement vers sa base de chargement, puisque de toute façon, j'ai besoin qu'il se recharge pour pouvoir le reprendre demain. Donc, couplé à cette question de la séquence autonome, on a décidé avec Marie, l'équipe de l'INSA, de coupler la question, le problème au problème de la charge, et donc essayer de penser l'utilisation des chargeurs à induction pour faciliter justement le retour du fauteuil roulant vers la base de chargement, et puis autonomiser toute la séquence autour de lit, et qui pourrait se décliner après sur, bien sûr, d'autres cas d'usage qu'on a déjà en tête, bien sûr. Il nous reste 5 minutes. J'ai déjà Laura qui me fait des grands signes. Réponse courte, est-ce que ce dispositif a un impact sur la consommation d'énergie du fauteuil? Très peu. C'est aussi un des grands défis que l'on a dû relever. Parce que si le système d'assistance à la conduite vous aide, mais sur 300 mètres, parce qu'après vous avez terminé et vous avez épuisé la batterie, bon, c'est pas très intéressant finalement. Donc on s'est astreint à avoir un système qui soit vraiment le moins consommateur possible, et en fait on arrive à des performances telles qu'on ne dégrade pas du tout l'autonomie de la batterie. Qu'est-ce qu'il manque pour le voir arriver sur le marché? Question simple. Des gens qui veulent bien le fabriquer. Alors, on est en discussion avec des fabricants de fauteuils roulants électriques. C'est compliqué. Voilà. Si dans l'assistance, les gens sont intéressés, n'hésitez pas. Donc, il y a la problématique de l'industrialisation, qui est une question on va dire, qui est notre actualité. Mais on pense qu'aussi faire connaître le système auprès des institutions peut être un moyen de faciliter la commercialisation et l'industrialisation. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir Sophie Cluzel qui est passée voir Saint-Hélier dans le cadre de son activité de vente, qui a découvert le fauteuil et qui pourrait être un appui dans l'idée de cette diffusion. On a eu aussi le docteur de Normandie qui a produit un rapport sur les aides techniques qui trouvait la solution très pertinente. Donc, je pense que c'est peut-être aussi un peu ce qui nous manquait à un moment dans la boucle. C'était aussi des appuis publics, la force publique et autres pour faire avancer. Et puis, je pense qu'aussi, il y a un petit truc qui serait intéressant, c'est qu'on voit bien, malgré tout, que ce système peut aider sur beaucoup de situations. Mais pour qu'il puisse être réellement accessible au sens aussi pécuniaire du terme, il faut aussi que ce type de dispositif puisse essayer de prétendre à un remboursement. Donc, même si on s'est justement là aussi astreint à travailler sur des systèmes vraiment très peu chers en termes composants de base, il faut absolument que, voilà, après le système, quand il sera vendu, il aura un certain coût, qu'on espère évidemment le plus bas possible dans la hauteur des options qu'on peut avoir sur un fauteuil. Et donc, derrière, l'idéal serait que ce type de système d'aide robotique puisse commencer à rentrer dans les systèmes de remboursement aussi. Voilà. Dernière question. Avez-vous déjà testé le système sur des commandes au menton ou occipital ou autre, c'est-à-dire sur des cas où la commande n'est pas uniquement à la main?
Alors, on l'avait fait, oui. Voilà, là, en fait, peu importe, encore une fois, comme le système, il se met directement sur le fauteuil roulant électrique et ce qu'on vient simplement faire, en fait, c'est simplement récupérer les ordres donnés par la personne à travers son dispositif de contrôle, peu importe d'où ça vient. Ça peut être avec une commande au menton, une commande au joystick, occipital. On peut imaginer que justement, enfin, là, il se trouve que dans les études cliniques qu'on a faites, il y avait que des utilisateurs de joystick, n'importe quel joystick d'ailleurs. Mais on peut imaginer n'importe quoi. On peut imaginer quelqu'un qui a une commande occipitale qui a du coup des choses, enfin, le contrôle est un peu difficile puisque c'est assez binaire. Eh bien, le système va lui permettre d'alléger aussi sa charge mentale dans la mesure où les mouvements qu'il devra faire seront minimisés. Merci, un très grand merci à tous les deux. Merci Marie, merci Bastien. C'est passionnant de vous écouter, passionnant de voir aussi ce travail en équipe et je peux attester que c'est aussi un plaisir de confronter les regards, de discuter ensemble et d'avancer. Je crois que ce modèle de Living Lab et de réflexion commune est quelque chose de très, très intéressant. Et je suis ravi en tout cas de voir les avancées, les chemins et les perspectives. Encore merci à vous deux et puis à bientôt peut-être pour d'autres retours. Merci en tout cas pour cette invitation et merci beaucoup pour ce partenariat tellement riche qu'on a tous envie de continuer. À bientôt. À bientôt.